Les enfants de profs réussissent mieux à l'école. C'est prouvé statistiquement, ils redoublent moins, et ce à partir du primaire, mais aussi au collège et au lycée. Ils finissent plus souvent leurs études supérieures et ils sont mieux représentés dans les écoles prestigieuses comme l'ENA. Alors ici, on ne va parler que de réussite scolaire. On ne parle pas de bonheur, d'équilibre familial, etc. On ne s'intéresse qu'à l'école. Mais c'est un fait, et les études le prouvent, les enfants de profs réussissent mieux que les enfants des autres professions. Des journalistes se sont donc intéressés à ce phénomène et ont essayé d'expliquer pourquoi est-ce que les enfants de profs réussissaient mieux. Que font les profs pour que leurs enfants soient si bons à l'école? Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, de secret des dieux qui serait réservé uniquement aux profs et auxquels les autres professions n'auraient pas accès. Au contraire, tout ce qui est présenté, ce sont des habitudes, des bonnes habitudes que les profs ont mises en place et que les autres parents peuvent reprendre aussi, s'en inspirer, quelle que soit leur profession. Et je dois reconnaître que je me suis beaucoup reconnue dans ce qui était décrit dans le livre et qu'il y a beaucoup d'habitudes, de bonnes habitudes qui étaient données que j'avais déjà mises en place. Alors il faut dire que j'ai un certain passif en la matière puisque mes deux parents sont professeurs, étaient professeurs, de même que ma grand-mère, que plusieurs de mes tantes. Moi-même, j'enseigne. Alors c'est pas mon activité principale, mais j'ai enseigné pendant quasiment 10 ans à l'université. Et mon mari a aussi une maman institutrice. Donc on a tous les deux baigné dans ce bain de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, aussi bien pendant notre enfance qu'à l'âge adulte, et ça nous a pas mal influencés. Et c'est pour ça qu'on avait déjà mis en place un certain nombre de bonnes habitudes qui sont expliquées dans le livre. Mais à certains moments, quand je les ai lus, je me suis dit, si j'avais pas été prof, j'aurais compris un peu le concept, mais j'aurais pas su exactement comment les mettre en œuvre. Ça aurait peut-être manqué un petit peu de concret pour moi. Et donc je me suis dit que c'était intéressant de faire une vidéo qui était très concrète, très opérationnelle, pour expliquer comment est-ce que mon mari et moi, à la maison, on met en place ces habitudes-là avec notre fille, avec des exemples qui sont vraiment très très précis, pour que vous puissiez vous aussi, si vous le souhaitez, vous inspirer de toutes ces bonnes habitudes qui sont mises en place par les profs et qui permettent à leurs enfants de réussir à l'école. Et ensuite, il y a un deuxième aspect qui me semblait important, c'est le fait que je suis cadre dans le secteur privé. Je vous le disais, le fait d'enseigner n'est pas mon activité principale, ça n'est qu'une activité secondaire et je suis d'abord et avant tout consultante, donc dans le secteur privé. Et mon mari, c'est pareil, il travaille dans le secteur privé et donc on a aussi cette double vision et cette capacité à comprendre quelles sont les contraintes, les difficultés que peuvent rencontrer des personnes qui travaillent dans le secteur privé et qui n'ont pas forcément le même emploi du temps ou la même flexibilité horaire que des enseignants. Et donc, dans cette vidéo, je vais non seulement vous présenter comment est-ce qu'on peut s'inspirer des bonnes habitudes des profs, mais aussi comment est-ce qu'on peut les aborder avec les contraintes du secteur privé et apporter ce double regard. Qu'est-ce que je peux reprendre chez les profs et comment est-ce que je peux l'adapter si je ne suis pas moi-même prof et que je travaille dans un autre secteur. La première chose qui est importante et qui explique pourquoi est-ce que les enfants de profs réussissent mieux à l'école, c'est la manière de considérer les notes. Chez les professeurs, on ne considère pas les bonnes notes comme un graal absolu, mais simplement comme un indicateur de la compréhension d'une notion. Si leur enfant a eu une bonne note, tant mieux, c'est que la notion a été bien comprise et on peut passer à la suivante. Si au contraire il a eu une moins bonne note, c'est qu'il y a potentiellement des éléments qui n'ont pas été bien acquis et qu'il faut les reprendre. Mais c'est pas grave en soi, c'est juste un indicateur qu'il faut travailler un petit peu plus et reprendre ce qui n'a pas été compris. Et d'ailleurs, les professeurs passent beaucoup de temps à regarder les copies de leurs enfants. Quand les enfants amènent les copies, ils ne se contentent pas de signer à côté de la note, mais ils vont vraiment prendre le temps de regarder où est-ce que l'enfant a fait des erreurs pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et encore une fois, essayer de détecter s'il y a des choses qui doivent être prises. Et je me reconnais beaucoup dans cette manière de faire. Quand ma fille Éléonore m'annonce une note, quelle qu'elle soit, bonne ou moins bonne, la première chose que je vais lui demander, c'est est-ce que tu as compris tes erreurs? Ce qui est essentiel pour moi, qu'elle ait compris où est-ce qu'elle s'était trompée pour ne plus refaire l'erreur une deuxième fois. Je vais aussi lui demander d'essayer de détecter si elle fait des erreurs récurrentes. Par exemple, quand elle fait des dictées, je lui demande de regarder si elle a fait plusieurs fois la même erreur dans les différentes dictées. Et elle s'est rendue compte comme ça qu'effectivement, elle faisait des erreurs à tout, T-O-U-T ou T-O-U-S. Et donc, je lui ai fait faire un petit exercice pour qu'elle apprenne à différencier les deux. Ça ne faisait pas partie de ses devoirs, ça n'était pas quelque chose qui était demandé par la maîtresse, mais on a toutes les deux
jugé que c'était important de le faire puisqu'elle faisait cette erreur de manière récurrente et elle l'a fait avec beaucoup de plaisir. Ça lui a pas posé de problème puisqu'elle a vu que ça allait lui permettre de résoudre un problème qu'elle avait elle-même détecté. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'il n'y a jamais à la maison de surréaction sur les notes. Quand elle a une bonne note, c'est bien, c'est super. Elle peut être fière d'elle, mais on n'est pas en train de sabrer le champagne à chaque fois. Et de même, quand il y a une mauvaise note, il n'y a pas de surréaction, il n'y a pas de cri. Encore une fois, l'important, c'est de reprendre les notions et d'essayer de voir ce qu'elle n'a pas compris. Mais jamais, jamais, je ne la disputerai parce qu'elle a eu une mauvaise note. Et ça, c'est important. Et elle me dit d'ailleurs que parfois, quand ses amis ont des mauvaises notes, ils lui disent « Ah, je vais me faire défoncer par mes parents ». Et elle me dit, moi, heureusement que je n'ai pas ce type de réaction à la maison parce que ça lui permet de ne pas avoir peur de nous annoncer des notes qui sont moins bonnes, ce qui serait le plus catastrophique finalement parce qu'elle n'oserait plus nous dire qu'elle a eu une mauvaise note et on ne pourrait pas savoir qu'elle n'a pas compris la notion et du coup la reprendre avec elle, ce qui serait désastreux. Donc à la maison, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de surréaction quand il y a une note, qu'elle soit bonne ou mauvaise, puisque l'idée c'est qu'on garde un climat de confiance, qu'on puisse se dire quelles sont les notes qu'elle a eues et pouvoir après, s'il y a besoin, retravailler s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. La deuxième chose qui est intéressante et dont on peut s'inspirer des professeurs, c'est le fait qu'ils considèrent que l'école ne se résume pas aux connaissances scolaires. Alors, on l'a vu tout à l'heure, elle ne se résume pas aux notes et elle ne se résume pas non plus aux connaissances très scolaires qu'on peut apprendre. Et les professeurs s'en rendent compte tous les jours quand ils sont au contact de leurs élèves. Finalement, les élèves acquièrent énormément d'apprentissage et de connaissances et de compétences en dehors de ce qui peut être appris dans les manuels scolaires. Les dates d'histoire, les formules de mathématiques, finalement, ne représentent qu'une infime partie de ce que les enfants apprennent à l'école. Et à côté de ces connaissances-là, ils vont développer des connaissances et des compétences en sociabilisation, ils vont apprendre la vie collective, ils vont aussi apprendre à innover. Quand ils sont dans la cour de récréation et qu'ils utilisent tout le mobilier à leur disposition pour inventer des jeux, par exemple une plaque d'égout qui leur sert de trou pour jouer aux billes, tout ça, ça fait partie des apprentissages qu'ils peuvent faire à l'école et qui contribuent à les faire grandir. Et ça, les professeurs l'ont bien compris. Et c'est pour ça qu'à la maison, quand on parle de l'école avec ma fille, quand elle rentre de l'école, finalement, on parle assez peu de ce qu'elle a fait en classe, des exercices qu'elle a pu faire ou des notions qu'elle a pu voir. Par contre, on va accorder beaucoup d'importance dans nos discussions à tout ce qui s'est passé à côté, justement à toutes ces idées de sociabilisation, de vie collective, où Éléonore va me raconter ce qui s'est passé avec ses copines, les jeux qu'elle a pu faire, etc. Et ça me permet aussi, moi, de lui raconter ma journée avec un prisme un peu identique. Quand je lui dis, ce matin, avec un collègue, on ne s'est pas bien compris et du coup, c'était compliqué, on n'a pas réussi à parler. Après l'après-midi, finalement, ça allait mieux parce qu'on s'est reparlé. Elle me dit, ah, mais moi aussi, avec ma copine, ce matin, il s'est passé ça. Après, on a reparlé, ça allait mieux. Et le fait d'analyser ce qui se passe à la fois en entreprise ou à l'école avec ce prisme de sociabilisation, ça permet de faire des parallèles qui sont intéressants et de comprendre que finalement nos journées ne sont pas si différentes et que ce qu'elle apprend à l'école, c'est aussi des choses qui vont lui servir plus tard dans sa vie professionnelle. Et ça, c'est intéressant, ça permet de valoriser pas uniquement les savoirs scolaires, les dates, les formules, mais aussi toute une somme d'apprentissage qui peut être faite à l'école et qui est tout aussi importante. Et ça permet aussi, du coup, de prendre du recul sur les notes. On en parlait tout à l'heure, les notes ne sont que des indicateurs. Les connaissances scolaires ne sont qu'une toute petite partie de ce qui est appris à l'école. Et le fait d'élargir le spectre, de valoriser aussi les autres connaissances, les autres compétences de vie collective et de socialisation, ça permet de relativiser l'importance des notes et l'importance des connaissances scolaires. Et ça, c'est important dans la vision globale qu'on peut développer de l'école avec son enfant et qu'on va mettre en avant dans les conversations qu'on va avoir avec lui. Et on voit ici que le parallèle avec l'entreprise, il est encore une fois très pertinent. Si je ne considère l'école que comme une boîte dans laquelle j'apprends des connaissances très scolaires, des dates, etc., je ne peux considérer l'entreprise que comme une boîte dans laquelle on se contente de produire des chiffres, des voitures, etc. Et je fais abstraction de tout ce qu'il y a autour, de tout ce qui concerne les rapports humains, la sociabilisation. Et c'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'est l'entreprise. Si je vous demande de raconter votre journée, vous n'allez pas me dire combien de reporting vous avez produit ou combien de boîtes de vitesse vous avez fabriquées. C'est pas ça finalement ce que vous allez retenir. C'est bien toute la vie sociale que vous avez eue, c'est les échanges que vous avez eus avec vos collègues, c'est les réunions que vous avez pu faire, c'est la manière dont vous avez travaillé ensemble pour mener à bien un projet.
Et bien c'est la même chose à l'école. Finalement, les connaissances scolaires, ça n'est qu'une toute petite partie de ce que font les élèves et c'est pas forcément ce qu'ils retiennent le plus. Tout l'aspect sociabilisation, vie collective, interaction avec les autres a autant, si ce n'est plus d'importance dans ce qu'ils peuvent retenir de leur journée et ce qu'ils en ont appris. Autre élément qui est mis en avant dans le livre comme facteur clé de succès des enfants de professeurs, c'est l'image positive de l'école et de la scolarité en général qui est véhiculée par les professeurs auprès de leurs enfants. Alors, le livre l'explique bien, en général, les professeurs ont une image plutôt positive et des bons souvenirs de leur propre scolarité, ce qui est assez logique, hein. Si on a bien aimé sa scolarité, on a plutôt envie de retourner à l'école et de devenir enseignant. Au contraire, si on l'a détesté, on n'aura plus envie de remettre les pieds dans une école. Donc ça se comprend. Mais malgré cette image positive, les professeurs font aussi attention à la manière dont ils parlent de l'école en général, de la scolarité à leurs enfants. Ils ne vont par exemple jamais dire « Ah, c'est la rentrée, bon allez, on rempile pour une année et on attend les prochaines vacances scolaires ». Ou ils ne vont jamais dénigrer un autre professeur. Même s'ils ne sont pas d'accord avec les méthodes qui sont utilisées, ils ne vont pas devant leur enfant critiquer leur professeur en disant « Non mais ton prof il est nul, il ne sait pas expliquer, c'est normal que tu comprennes rien ». Ils n'ont jamais ce type de comportement parce qu'ils savent que c'est important de véhiculer une image positive de l'école en général et du corps enseignant. Et ça, c'est également quelque chose dans lequel je me retrouve beaucoup. Je fais attention à ne pas critiquer l'école et à ne pas critiquer les professeurs d'Éléonore devant elle, ou en général d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et ça influence l'image qu'Éléonore peut avoir de l'école. Il n'y a pas très longtemps, on devait acheter un livre qu'elle devait lire pendant les vacances et elle a commencé à me dire « Oh, le livre a l'air nul, etc. » Et là, tout de suite, j'ai rebondi en disant « Non, ta prof est passionnée d'histoire. Je suis persuadée que si elle t'a donné un livre à lire sur Saint-Louis, c'est que le livre va être génial et qu'elle a choisi un super livre. » Et là, Éléonore m'a dit « Ah oui, t'as peut-être raison. » Et elle a commencé à lire le livre et elle est revenue me voir en disant « Maman, il est super le livre d'histoire que la prof a choisi. » Donc c'est important que les parents montrent qu'ils ont confiance dans les professeurs et qu'ils ont une image positive de l'école parce que cette image-là, elle va imprégner les enfants et les parents vont leur transmettre. Et ensuite, il y a un deuxième élément qui me paraît essentiel, c'est qu'on fait tous partie de la même équipe. Les professeurs, les parents et l'enfant, on fait tous partie d'une équipe unique et on a tous le même objectif, que l'enfant réussisse à l'école. Et ça, c'est hyper important que les parents le comprennent et que les enfants le comprennent. Il n'y a pas très longtemps, Éléonore est rentrée à la maison en critiquant une de ses professeurs, en disant « elle explique mal, je comprends rien, et du coup c'est pour ça que j'ai des mauvaises notes, etc. » Et alors ça, j'ai coupé court tout de suite. C'était pas entendable pour moi qu'elle tienne ce genre de discours-là, et je lui ai expliqué gentiment mais assez fermement que exactement ce que je viens de dire, on faisait tous partie de la même équipe et que sa professeure, elle avait aussi comme objectif qu'Éléonore réussisse. Et que c'était pas un dragon qui disait « Tiens, je vais faire exprès de mal expliquer, comme ça mes élèves ils vont avoir des mauvaises notes et je vais les saquer, je serai bien contente. » Bah non, un professeur, il a bien pour objectif que ses élèves réussissent. Alors, parfois, il va plus ou moins bien expliquer, il va être plus ou moins pédagogue, mais ça part pas d'une mauvaise intention. Son but, c'est que les enfants y arrivent. Et donc, quand j'ai expliqué ça à Éléonore, que sa professeure n'avait qu'un seul objectif, c'était sa réussite à elle, elle a changé son point de vue. Elle a arrêté de critiquer sa professeure. Elle s'est rendue compte qu'effectivement, elle avait un peu de mal à comprendre des notions, elle les a reprises à la maison, mais elle a arrêté de voir sa professeure de manière négative et elle s'est rendue compte que, effectivement, on était tous dans la même équipe et on devait tous être solidaires et on devait tous se demander comment est-ce qu'on fait pour qu'Éléonore réussisse à l'école, au lieu de se critiquer les uns les autres et de se tirer dans les pattes. Et enfin, le dernier élément qui est important sur l'école et qui est une image qui est véhiculée par les parents professeurs, c'est le fait que les enfants doivent s'adapter à leurs professeurs. On ne choisit pas ses enseignants, il y en a qui ont différentes manières d'enseigner, différentes méthodes, et il faut s'adapter. Exactement comme en entreprise. En entreprise, vous ne choisissez pas vos collègues, vous ne choisissez pas toujours comment va être constituée votre équipe, les gens avec qui vous allez travailler, vos N+1, vos N-1, etc. Et pourtant, vous vous adaptez. Et bien, c'est exactement ce qu'on demande aux élèves aussi. Ils ne choisissent pas leur professeur et il faut s'adapter à leur méthode.
Et ça, je l'ai beaucoup expliqué à Éléonore aussi. Elle a eu des maîtresses qui avaient des méthodes dont moi, je me sentais très proche et qu'elle, elle appréciait beaucoup, avec beaucoup de manipulation, etc. C'était hyper chouette. Elle a eu d'autres professeurs qui avaient des méthodes un peu plus traditionnelles, avec de l'apprentissage par cœur, etc. Et je lui ai expliqué qu'il fallait qu'elle s'adapte, qu'elle comprenne pourquoi est-ce que le professeur fonctionnait comme ça et qu'est-ce que le professeur attendait d'elle. Et qu'elle apprenne à répondre à ses attentes. Et que c'était la meilleure manière que ça se passe bien, plutôt que d'être en confrontation en critiquant encore une fois les méthodes des professeurs. Et ça, encore une fois, c'est un apprentissage qui est essentiel et c'est les parents qui vont transmettre cette vision-là aux enfants. Soit ils vont leur dire « c'est important d'apprendre à s'adapter, à travailler avec tout le monde et donc c'est important que tu t'adaptes à tes professeurs », soit ils vont dire « non mais de toute façon, tes professeurs sont nuls, c'est eux qui ne vont pas, que ça ne fonctionne pas, etc. » Et là, on va donner une image négative de l'école. Exactement comme en entreprise. Soit vous vous dites, j'apprends à m'adapter et à travailler avec tout le monde, y compris mes collègues dont je ne partage pas forcément toutes les méthodes de travail, soit je vais aller au conflit en permanence et ça ne va pas marcher. Et donc ça, c'est exactement le type d'apprentissage que les parents professeurs transmettent à leurs enfants. Adapte-toi à tes professeurs plutôt que d'être dans le conflit permanent parce que ça n'amènera rien de bon et ça ne va servir personne. Alors, on a beaucoup parlé de l'école jusqu'à présent et notamment de la vision positive que les parents enseignants pouvaient transmettre de l'école à leurs enfants et qui est un vrai facteur clé de succès pour la réussite de ces enfants, justement. Et on va parler maintenant d'un deuxième facteur clé de succès qui est le travail et la vision positive que les parents peuvent donner du travail et de l'apprentissage à leurs enfants. Alors les parents profs travaillent devant leurs enfants. Souvent, ils ramènent du travail à la maison, ils vont corriger des copies, ils vont préparer des cours, etc. Ce qui n'est clairement pas le cas d'autres professions qui partent le matin, elles travaillent, les enfants ne les voient pas et quand elles rentrent le soir, elles ont fini de travailler. Et donc, on perd ce côté exemplarité du travail, le fait que les enfants voient très concrètement que leurs parents travaillent eux aussi et qu'ils peuvent prendre du plaisir à travailler. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît aussi essentiel à la maison. Alors, comme je vous le disais, mon mari et moi, on travaille dans le secteur privé. Donc, nous, quand on part le matin, notre fille ne nous voit pas dans la journée. Ensuite, on rentre le soir. A priori, on a fini notre travail. Donc, on a cette coupure-là. Sauf que, lui comme moi, on travaille aussi à la maison. Alors, pas forcément pour notre entreprise. On va travailler pour le plaisir. Mon mari, il se lève très tôt le matin, à 6 h du matin, et il va travailler. Il va pouvoir faire de l'anglais, des mathématiques, mais des choses qu'il a choisi de faire et qu'il les fait uniquement par plaisir, pas parce que ça lui permet d'atteindre un objectif particulier. Et ma fille le voit, quand elle se lève, la première chose qu'elle voit, c'est son papa qui est en train de travailler sur quelque chose qu'il fait uniquement pour lui. Et moi, c'est pareil. Le week-end, le soir, je vais travailler sur mes vidéos, je vais pouvoir écrire des scripts, lire des livres de pédagogie, etc. Et donc, elle me voit travailler. Et elle me voit travailler, pareil, pour le plaisir, sur des sujets que j'ai choisis et que je fais uniquement pour moi et pas spécialement pour ma carrière professionnelle. Et ça, c'est très important dans l'image qu'elle peut développer, de voir qu'on peut prendre du plaisir à travailler et que ses parents peuvent choisir de travailler sur leur temps personnel parce que ça leur fait plaisir de faire ces choses-là et d'apprendre des nouvelles choses. Alors, on n'a pas forcément tous envie, le soir et le week-end, de se plonger dans des formules de maths, etc. Et ça, c'est vraiment une question de goût personnel. Mais ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec ses enfants sur le travail qu'on peut faire, ce qu'on peut faire pour le plaisir. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être un sport dans lequel on va s'investir à fond et on va montrer à notre enfant comment est-ce qu'on s'entraîne, ce qu'on fait pour essayer de s'améliorer, etc. Ça peut être de la musique, on va travailler ses gammes et c'est pareil, ça reste du travail, de l'apprentissage. Et on le fait pour le plaisir. Mais c'est important en tout cas de souligner et de montrer à son enfant que il n'y a pas une séparation pure entre la journée de travail où on travaille et c'est rébarbatif et on en a marre et on essaye que ça passe le plus vite possible et le soir, le week-end et les vacances où on est sur la liberté, le plaisir pur, etc. On peut aussi travailler à d'autres moments, pas uniquement quand on est à l'école dans la journée ou quand on est en entreprise, et on peut aussi choisir de travailler et d'apprendre pour le plaisir. Et ça, c'est un apprentissage qui est extrêmement important, une leçon qui est extrêmement importante pour les enfants. Et on retrouve aussi cette idée dans les vacances. Pour les parents profs, les vacances ne sont pas juste le grand lâchage où on oublie tout, on pose son cerveau sur la table basse et on arrête de réfléchir. Ils vont aussi en profiter pour continuer à transmettre, à apprendre des choses à leurs enfants et à apprendre eux-mêmes, mais avec des moyens différents qui vont être un peu moins scolaires. On va aller au musée, on va se promener, on va discuter, on va faire des activités sportives. Et tout ça, c'est aussi des occasions d'apprendre. Des occasions d'apprendre qui sont différentes, mais qui viennent contribuer à l'apprentissage global des enfants.
Et ça, encore une fois, on le partage beaucoup à la maison, que ce soit le week-end ou pendant les vacances. Tout est source d'apprentissage. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas forcer. Quand on va au musée, par exemple, on ne reste jamais plus d'1 heure. Pourquoi? Parce qu'en 1 heure, on a déjà vu énormément de choses et on a déjà le cerveau qui est complètement plein. Si pendant 1 heure, j'ai vu 1 ou 2 œuvres qui m'ont particulièrement marqué, qui m'ont fait ressentir des émotions fortes, ben, je suis plus disponible après pour continuer à arpenter les couloirs du musée et à voir d'autres choses. Donc ça sert à rien d'insister. Et pour mon mari et ma fille, c'est exactement la même chose. Donc on préfère se dire on fait 1 heure dans un musée et on y reviendra pour le terminer, parce que comme on aime ça de toute façon, on va y revenir, plutôt que d'essayer de tout voir d'un coup et de finir par se dégoûter et en plus de rien en retenir. Donc on prend du plaisir à tous ces moyens, toutes ces manières d'apprendre différemment. Par contre, on ne doit jamais forcer, sinon on va finir par se dégoûter. Et enfin, la dernière clé du succès des enfants de professeurs, c'est la rigueur que peuvent transmettre les parents professeurs à leurs enfants. Parce qu'ils le constatent au quotidien avec leurs élèves, finalement ce qui paye plus, c'est le travail quotidien et régulier plutôt qu'un supposé génie dans une matière particulière. Et il cite notamment dans le livre un professeur de mathématiques qui explique que parmi tous ses élèves, celle qui a fait la plus grande carrière en mathématiques, ça n'était pas celle qui était la meilleure, qui avait le plus de prédisposition. C'était celle qui était la plus persévérante. Et le professeur explique, elle ne lâchait jamais tant qu'elle n'avait pas compris, elle continuait et elle allait jusqu'au bout du raisonnement. Et pour lui, c'était ça la clé du succès de cet élève-là. Et ça, c'est aussi quelque chose que je valorise énormément à la maison avec Éléonore. Alors pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple. J'en ai déjà parlé rapidement dans une autre vidéo, mais ça me paraît très parlant. C'est Éléonore qui est revenue un jour avec 2 notes, un 10 qu'elle avait eu dans un exercice, c'était au tout début de sa leçon sur les décimales. Elle venait tout juste de découvrir la notion, elle a eu 10 parce qu'elle n'avait pas encore bien compris la notion. Comme quoi les notes sont révélatrices d'une notion qui n'est pas encore bien acquise. Et ensuite, elle a travaillé et elle a eu un 18. Et ce que j'ai valorisé, c'est pas la note, le 10 ou le 18 après, c'est le travail qu'elle a fait entre les deux. Quand elle est revenue avec ces notes-là, ce que j'ai tenu à lui dire, c'est bravo Éléonore, tu as eu un 10 et tu as compris qu'il fallait que tu travailles, tu es venue me voir et tu m'as dit maman, j'ai besoin que tu m'aides, je n'ai pas bien compris cette notion-là, il faut qu'on la reprenne ensemble. Et ensuite, tu as travaillé avec acharnement jusqu'à ce que tu aies compris et le 18 le montre, tu as fait ce qu'il fallait faire. Et c'est ça que j'ai valorisé et je l'ai félicitée pour ça. Le fait qu'elle n'ait pas baissé les bras et le fait qu'elle ait fait ce qu'il fallait faire, demander de l'aide et travailler. Et au final, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui méritait d'être beaucoup plus souligné que si elle avait eu un 18 tout de suite parce qu'elle aurait compris par un coup de génie la notion du premier coup. Et ça, c'est extrêmement important. Le fait de valoriser l'effort que l'enfant peut faire, la rigueur et la persévérance qu'il peut avoir pour essayer de comprendre une notion et le fait qu'il ne baisse pas les bras. Et enfin, le dernier élément qui est important, toujours en parlant de rigueur, c'est la rigueur que les professeurs peuvent s'appliquer à leur mode de vie. Alors les études le prouvent aussi, les professeurs ont un mode de vie plus régulier et ils ont une espérance de vie qui est supérieure à celle d'autres professions. Alors peut-être parce qu'ils mangent à heure fixe et que quand on est en classe, on ne peut pas passer son temps à fumer. En tout cas, c'est un fait, ils ont une espérance de vie qui est plus longue et un mode de vie qui est plus rigoureux. Et ça, c'est aussi quelque chose dont on peut s'inspirer, tout simplement se coucher tôt, montrer l'exemple à son enfant. Moi, je suis quelqu'un qui me couche tôt parce que c'est important, je sais que ça joue dans mon travail et dans ma capacité à travailler, de même que dans ma confiance en moi. J'ai plus confiance en moi quand je suis reposée. Donc, quand je me mets au lit à 20h30 avec un livre, Éléonore, elle va venir à côté de moi lire. Et là, on a le côté exemplarité. Donc, non seulement elle lit le soir avant de se coucher, et en plus ça lui permet de se coucher tôt puisqu'à 20h45, elle ferme le livre et elle va se coucher. De même, c'est beaucoup plus facile de dire à son enfant de manger des haricots verts quand on en mange soi-même plutôt que quand on a un paquet de chips à la main. Et donc, tout ça, toute cette exemplarité dans le mode de vie qui va être assez régulier, où on ne change pas les heures de coucher, où on limite les écrans, etc., c'est aussi un exemple que les parents professeurs vont donner à leurs enfants et qui va contribuer à leur réussite scolaire puisque, encore une fois, les études le prouvent, le sommeil est un facteur clé pour la réussite scolaire des enfants. Plus on se couche tôt, plus on a ces bonnes heures de sommeil, mieux on réussira à l'école le lendemain. Alors vous allez me dire, tout ça c'est super bien, c'est des bonnes habitudes, mais ça prend du temps. Et oui, c'est vrai, je ne vais pas vous dire le contraire, tout ce dont on vient de se parler, toutes les bonnes habitudes que les professeurs mettent en place avec leurs enfants, ça prend du temps.
Et oui, je comprends que ça soit pas facile à faire quand on n'a pas des horaires de professeur et qu'on n'est pas à la maison à 17h mais qu'on rentre à 20h. Et pourtant, personnellement, je pense que c'est essentiel et qu'il faut quand même essayer de le faire. J'ai des horaires de secteur privé, mon mari a des horaires de quelqu'un qui travaille dans le secteur privé et on essaye de s'arranger, on se relaie. Quand moi je finis plus tard, c'est lui qui fait tout ça avec notre fille et inversement. Parce que ça nous paraît essentiel et parce qu'on le voit comme un investissement. Tout ce qu'on investit aujourd'hui, ça va permettre à notre fille ensuite plus tard de devenir autonome et du coup d'avoir moins besoin que nous. Par exemple, Éléonore avait un exposé à faire il n'y a pas très longtemps, c'était le premier qu'elle avait à faire et on n'avait jamais fait avant. Et donc, on s'est mises toutes les deux un dimanche après-midi sur le canapé et je lui ai expliqué comment est-ce qu'on faisait un exposé, comment est-ce qu'on faisait un plan, qu'est-ce qu'on mettait dans l'introduction, qu'est-ce qu'on mettait dans les différentes parties. Et elle, en même temps, du coup, elle construisait son exposé, c'était sur l'île de la Réunion. Donc elle lisait les guides, elle choisissait les informations qu'elle avait envie de mettre, elle choisissait les images qui allaient illustrer tout ce qu'elle disait, etc. Et elle a construit l'exposé comme ça avec mon aide. Ça nous a pris quasiment 3 heures le dimanche. Donc c'était long, c'était un vrai investissement, mais c'était pas déplaisant, au contraire, quand on a fini de le faire, on s'est dit toutes les deux qu'on avait passé un bon moment, parce qu'on l'a fait avec le sourire, parce qu'on était contente d'être là et qu'on l'a pas pris comme une corvée, donc ça c'était déjà important, que ça soit pas un moment désagréable. Et ensuite j'ai dit à Éléonore, la prochaine fois tu le feras beaucoup plus toute seule. Maintenant tu sais comment est-ce qu'on fait, je t'ai donné la méthode, et donc tu seras capable de le faire toute seule après. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant dans le livre, le fait que l'autonomie est un investissement. Un investissement qui demande un ticket d'entrée. Si on veut que notre enfant soit autonome après, il faut lui consacrer plus de temps avant. Donc c'est long, ça prend du temps et pourtant on ne peut pas s'en passer et on est obligé de jongler un peu avec les horaires, même si ce n'est pas toujours évident. J'en suis bien consciente quand on n'a pas des horaires de sortie d'école. En synthèse, s'il y a une chose à retenir de ce livre, pourquoi est-ce que les enfants de profs réussissent, vraiment un facteur clé de succès, c'est l'exemplarité. On l'a vu dans tous les sujets qu'on a abordés, finalement, ce qui fait que les enfants de profs réussissent, c'est le fait que leurs parents soient exemplaires. Que ça soit dans la manière de voir l'école, de transmettre une image positive de l'école, une image positive des professeurs, de les considérer comme étant dans la même équipe que nous, avec un même objectif commun, que ce soit sur le plaisir d'apprendre à l'école, mais aussi d'apprendre en dehors de l'école, de travailler en dehors de l'école, de profiter de toutes les occasions, les vacances ou une recette de cuisine qui va nous permettre d'apprendre les mesures et les conversions. Tout ça, ce sont des choses que les parents ou professeurs transmettent à leurs enfants. De même que la rigueur, la persévérance, le fait de ne pas baisser les bras, la rigueur dans le mode de vie aussi, le fait de se coucher tôt ou de manger équilibré et de faire attention à son sommeil, encore une fois, c'est par l'exemplarité que les parents ou professeurs vont transmettre ça à leurs enfants. Donc on le voit finalement, il n'y a pas de secret, de recette magique. N'importe quel parent peut faire la même chose avec ses enfants. Ça demande de l'effort, de l'engagement. C'est difficile parfois de rendre tout ça compatible avec des horaires du secteur privé et qui ne sont pas des horaires de l'éducation nationale. Et pourtant, ça reste la clé du succès. Et donc, il faut essayer autant de faire ce peu que de tendre vers tout ça. Et pour ça, on peut se poser une question à la fin de cette vidéo en se demandant qu'est-ce que je peux changer dans mes habitudes, sur quoi est-ce que je peux être un petit peu plus exemplaire vis-à-vis de mes enfants. Et déjà, si on a pris en main un sujet et qu'on l'a mis en application, c'est bien.